Alors en 1971, il rejoint Dupuy-Canton, c'est là qu'il débute sa carrière. En 1984, il est l'auteur du concept de création de rupture. En 92, il est l'auteur du concept qui nous réunit tous aujourd'hui, à savoir le concept de disruption. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Jean-Marie Dru, Chairman d'eBay de TBWA Worldwide. Pardon. Merci. Comment ça marche? Merci beaucoup Jean-Marie. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Bonjour à vous tous et merci à Vincent Ducret et Emmanuel Vivier et aux organisateurs de Hope Forum de m'avoir invité. Je suis tout à fait heureux et ravi d'être avec vous ce matin. Je vais vous parler d'innovation. Je ne vais pas véritablement vous parler de transformation digitale, ce que vous venez d'entendre depuis un quart d'heure avec beaucoup de brio. Je vais vous parler plutôt d'innovation, mais des innovations qui sont permises, bien sûr, simplement parce que nous vivons maintenant dans un monde digital. Je commencerai juste, puisque, comme vous l'avez remarqué, le titre de ma présentation est le même que celui je me suis permis de reprendre comme titre de ma présentation le thème de ce forum. La raison en est simple, c'est que je crois que la première personne qui a fait cette interjection « disrupt or be disrupted » est Tom Peters. Tom Peters, vous ne le connaissez peut-être pas, c'était un auteur de business book américain très connu, qui avait fait le prix de l'excellence il y a une vingtaine d'années, puis Reimagine et beaucoup de livres. Et il y a quelques années, sur la quatrième de couverture de l'un de nos livres, il avait simplement dit « disrupt or disrupted ». Et je pense que c'était la première fois qu'on le disait. Et la raison en était simple, ce livre était un livre sur la disruption, et comme ça vient d'être gentiment rappelé, nous avons lancé le concept de disruption en 1992, voici d'ailleurs une annonce du Wall Street Journal de l'époque, qui lançait le mot disruption. Et j'avoue que je suis abasourdi de voir le mot maintenant absolument employé toutes les secondes, absolument partout, puisqu'à l'époque c'était un mot extrêmement négatif, qu'on n'utilisait jamais dans le business, et qu'on utilisait comment dirais-je, on utilisait ce mot exclusivement pour des choses très négatives, comme des épidémies ou des crises boursières, ou très peu à peu. Vous avez bien compris, en 20-25 ans, le mot a pris une connotation, un sens tout à fait différent. Alors pour nous, je vais aller assez vite pour redéfinir ce qu'est la disruption pour nous, pour vous parler vraiment d'innovation après. Mais pour nous, la disruption est une façon de penser, comme vous le savez, pour construire les marques, qui est fondée sur une séquence, vous le savez bien, je crois, qui est fondée sur une séquence en trois moments: convention, disruption, vision. On commence par faire en sorte d'essayer de repérer le plus grand nombre possible de conventions sur un marché, que ce soit des conventions du consommateur, du client, de la concurrence. Ensuite, on essaie de déterminer une vision à long terme. Et ensuite, la disruption est l'idée qui va permettre de passer de la convention à la vision le plus rapidement possible. Je n'épilogue pas, je vous montre juste une petite vidéo qui ramasse tout ça en quelques secondes. Et ensuite, on parlera d'innovation. Puis-je voir ma vidéo, s'il vous plaît ? Where does growth come from? Is it the unbeatable price you can offer because of your efficient manufacturing process? Maybe your product is simply so different that it almost grows by itself? Or perhaps it's the superior customer service you offer? Or is it the great advertising that makes you laugh or cry? The only right answer to that question is, it depends. We are TBWA, and we have a methodology called disruption. It lets us find new growth for our clients by defining a strategy for the brand, breaking conventions around it, and building a vision for it. The method has three parts. Let's start with conventions. This is the box we need to think outside of. We find the thing that all of your competitors are doing, what pattern the consumer is stuck in, and recognize what baggage in the brand's history is keeping it down. You need to know the status quo to know how to overturn it. You also need a vision to steer the brand in the right direction. We look at emerging cultural signals to understand what world our brand will inhabit and what themes to respond to or influence. To break the convention and move towards a vision, we come up with an idea so provocative, we call it the disruption. It's more than just the color scheme of your packaging or a new tagline on your ads. It's a perspective on the business itself that will let you crush the conventions and leap ahead of the competition. Disruption, convention, and vision. This is our operating system. This is how we slice the world. This is how we find growth. We are the Disruption Company. Bien, c'est comme ça que nous essayons de construire les marques de nos clients.
Un mot quand même sur ce sujet. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelques années, une étude a été faite aux États-Unis qui cumulait les actifs des 500 premières entreprises du classement de fortune. Et les gens qui avaient fait cette étude étaient venus avec un seul chiffre. On cumulait tous les actifs des 500 entreprises. En fait, pas un seul chiffre, deux chiffres. Ils avaient fait la différence entre les actifs tangibles, les actifs intangibles, matériels et immatériels. Et sur les immatériels, vous retrouvez bien sûr les brevets, la clientèle, la formation, et un ensemble de choses immatérielles. Et de l'autre côté, bien sûr, les usines, les machines et toutes ces choses-là. Et en fait, pour la première fois, c'est très important de savoir ça, pour la première fois en 2009, la valeur cumulée des actifs intangibles a dépassé seule des actifs tangibles, matériels. Et dans ces actifs immatériels, la plupart du temps, le premier se trouve être la marque. Ce qui veut dire que pour les publicitaires et pour les gens de marketing qui sont dans la pièce, je dirais que notre rôle, ce n'est pas simplement de créer des ventes à court terme, mais aussi de donner chaque jour plus de valeur à ce qui devient de plus en plus le premier actif des entreprises. Voilà ce que j'allais vous dire en 3 minutes très vite sur la disruption initiale. Et il se trouve que, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, depuis maintenant quelques temps, nous avons aussi redéployé ou recalibré ou retravaillé la méthode pour aider nos clients à innover plus, à innover dans leur façon d'innover. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, nous travaillons pour Apple, pour Netflix, pour Twitter, ce sont nos clients aux États-Unis, ainsi que pour Airbnb. Toutes ces sociétés ont des façons de travailler très novatrices, très différentes. Nous avons aussi des centaines de clients dans le monde, et je dois dire que leur approche de l'innovation est souvent peu novatrice, paradoxalement. C'est-à-dire qu'un grand nombre de sociétés sont, comment dirais-je, un peu coincées dans des schémas, dans des procédures, dans des structures qui sont fixées pour toujours et qui évoluent très peu. Et donc je reviens sur ce paradoxe, on n'innove pas dans l'innovation d'innover, donc nous sommes donnés pour mission d'essayer d'aider nos clients à innover un petit peu plus dans ce sens. Il se trouve que c'est très pénalisant, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le taux d'innovation de toutes les grandes entreprises mondiales, je ne parle pas des startups bien sûr aujourd'hui, est insuffisant. Et s'il est insuffisant, c'est très pénalisant parce que, bien sûr, l'innovation est à la base de la seule croissance qui compte, la croissance organique, puisque la croissance externe est importante, elle peut être stratégique, mais elle ne compte pas véritablement pour définir sérieusement l'avenir d'une entreprise, et seule l'innovation permet d'assurer la survie dans la durée, donc c'est très important. Et vous savez comme moi, l'innovation est au cœur de toutes les batailles entre les entreprises, entre les industries, voire même entre les pays. Et le président de la Chine l'a très bien compris, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on lui demandait, à votre avis, M. Xi Jinping, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est, à votre avis, pour l'avenir de la Chine dans les 10, 20 ou 30 prochaines années? Et sa réponse a été très simple, la voici, innovation, innovation, innovation. Alors la Chine est en ordre de marche, c'est le pays qui, depuis 3 ou 4 ans, dépose le plus de brevets dans le monde. On ne voit pas encore beaucoup de produits chinois dans nos pays, dans les économies occidentales, bien sûr, mais ça arrive de plus en plus. Je pourrais prendre un exemple, vous connaissez peut-être cet exemple. Il y a un électrocardiographe qui a été créé en Chine, qui vaut exactement 10 ou 15% de l'électrocardiographe habituel, et maintenant tous les hôpitaux américains sont équipés de cet électrocardiographe. Les Chinois sont spécialistes, comme d'autres, de ce que l'on appelle parfois la reverse innovation, à savoir cette capacité à créer des produits qui, pour 20% du prix, ont 80% des fonctionnalités des produits occidentaux. Donc, on va les voir arriver. Et face à cela, qu'en est-il des économies occidentales? On a le sentiment, tous, et quand on a vu ce qu'on a vu tout à l'heure, on le pense quotidiennement ou en permanence, on a le sentiment de vivre dans un monde d'innovation. Les GAFA, les progrès des nanotechnologies, des biotechnologies, les technologies exponentielles. On a ce sentiment. Mais en fait, c'est inexact, parce que toutes les sociétés qui sont nées du digital ne représentent aujourd'hui que 20% de l'économie mondiale. Bien sûr, les 80 autres % se transforment. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils innovent? Non. Et donc, on assiste, et je voudrais insister là-dessus, dans toutes les économies de l'Ouest, à ce qu'on pourrait appeler un déficit d'innovation. Bain, le cabinet que vous connaissez bien, a fait un rapport il y a 3 ou 4 ans sur ce sujet qui était extrêmement intéressant, mais inquiétant. Il montrait que dans tous les secteurs de l'économie, à commencer par l'automobile, la santé, l'automobile à l'exception de la voiture électrique, bien sûr, mais la santé aussi, le niveau d'innovation, le rythme d'innovation était insuffisant. Il montrait que les laboratoires pharmaceutiques n'innovent plus du tout au rythme où ils innovaient il y a 15 ou 20 ans, que les sociétés qui commercialisent des produits de grande consommation ont tendance à ne plus trouver véritablement de nouveaux produits.
Et donc, de cette façon, de conclusion très claire, secteur par secteur par secteur, c'était que le rythme d'innovation, je vous l'ai déjà dit il y a un instant, était insuffisant. Le Census Bureau américain, qui est un bureau qui fait des statistiques macroéconomiques sur ce sujet, montre très clairement que le rythme d'innovation des 20 dernières années est nettement inférieur au rythme d'innovation des 20 années précédentes, ce qui est évidemment très frappant et peut-être surprenant pour vous, mais c'est une réalité. Donc, face à cela, nous avons pensé qu'il était utile que nous cherchions à trouver des moyens, à redéployer un petit peu notre méthode pour arriver à aider nos clients, comme je le disais, à innover dans la façon d'innover. Si on regarde les raisons pour lesquelles on assiste à un rythme d'innovation insuffisant, il y en a beaucoup. Celle qui m'intéresse personnellement, celle sur laquelle nous pouvons travailler en tant qu'agence de publicité ou réseau de publicité, c'est celle qui consiste à dire qu'il y a en fait un déficit d'idées. D'idées en amont. Lorsque vous innovez, vous commencez par avoir une idée en amont, un début d'idée, puis ensuite vous la recalibrez, vous retravaillez, il y a des itérations, enfin vous créez un produit, un service, et vous le mettez éventuellement sur le marché, et éventuellement à la fin, il va réussir. Toutes les statistiques mondiales, quel que soit le cabinet qui a étudié ce sujet, arrivent à la conclusion que jamais plus de 5%, et le plus souvent 3%, des idées en amont finissent par se transformer par des idées qu'on retrouve sur le marché à l'arrivée. Donc, à partir du moment où il semble véritablement qu'il soit vraiment impossible de monter ce seuil au-dessus de 5%. Donc si vous ne pouvez pas monter le seuil de 5%, les 5 dans 5%, ce qu'il faut augmenter, c'est le 100, c'est la base. Donc il faut faire en sorte, pour toutes les grandes entreprises, toutes les entreprises qui ne sont pas véritablement digitales, de faire en sorte que le nombre d'idées, le début d'idées sur lesquelles on travaille dès qu'on parle d'innovation, soit multiplié, soit beaucoup plus important. C'est ce qu'a fait par exemple Procter & Gamble. Procter & Gamble a créé une communauté de crowdsourcing que vous connaissez, qui réunit 2 millions de personnes, dans laquelle il y a des ingénieurs, des scientifiques, des professeurs d'université. Les 2 millions de personnes sont classées, une typologie très précise, et Procter sait à qui faire appel pour tel ou tel produit. Ils ont même créé une communauté qu'ils appellent Your Encore, qui réunit un très grand nombre de retraités dans le monde, parce que les retraités ont encore des idées, et qui ensuite était, d'ailleurs Your Encore, qui a été créé par Procter, a été maintenant utilisé par 45 sociétés des 500 américaines. Donc ce que fait Procter, c'est exactement ce que j'essaie de vous dire depuis quelques instants, c'est qu'il essaie d'élargir, et c'est fondamental, on n'y arriverait pas autrement, le portefeuille d'idées de début d'idées, du début, afin ensuite de pouvoir nourrir le canal d'innovation de façon beaucoup plus puissante. En fait, on pense trop souvent qu'innovation égale recherche et développement. D'ailleurs, dans les intitulés des statistiques mondiales, très souvent, innovation et recherche sont classés dans le même segment, si vous voulez. Alors qu'en fait, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer, on peut imaginer beaucoup de nouveaux concepts, beaucoup de nouveaux business models, on peut avoir des nouvelles façons de voir le monde qui seront innovantes et qui permettront aux entreprises de trouver de nouvelles idées de produits et de services. Pour le dire plus simplement, on peut innover à 4 niveaux. Produits, services, business model, marketing, communication. Et nous, en tant qu'agence, bien sûr, on peut aider nos clients peut-être plus sur les 3 cercles extérieurs, communication, marketing, business model, mais ça arrive aussi, vous allez le voir dans un instant, de pouvoir les aider au niveau du produit et des services. Comment faisons-nous pour aider nos clients? Je veux pas, comme vous le savez peut-être, nous organisons des Disruption Days. Ça prend une journée, il y a 20 personnes de l'agence, 20 personnes de notre client, de tous les départements, marketing, recherche, vente, finance, absolument tout le monde, pareil de l'agence, et on travaille. Et on travaille avec des exercices, selon des sessions extrêmement précises. Alors on a un certain nombre de sessions dans les Disruption Days pour construire la marque, et on a imaginé de nouvelles sessions lorsqu'on veut parler d'innovation. En fait, on a 4 sessions dans la journée qui sont inspirées par les 4 choses que je vais vous dire maintenant. Quand on innove, pour simplifier, la plupart du temps, on peut dire, en parlant de façon un peu générale, qu'on a tendance à innover contre ou à innover pour. Apple, en 1984, lorsque Steve Jobs lança le Macintosh, Apple a innové contre IBM, très frontalement. Et puis quand Steve Jobs est revenu, en 1997, eh bien, d'un seul coup, il a créé une des entreprises les plus innovantes du monde, et il a mis à disposition de nous tous les fruits d'une entreprise extraordinairement innovante et créative. Il a innové pour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de parallèle dans la pensée entre convention et vision, et entre contre et pour. Donc, notre première session du matin consiste à revoir les conventions comme nous le faisons dans les séminaires classiques que nous faisons pour la marque, de voir toutes ces conventions, mais la différence
des sessions, on construit la marque et on cherche la convention centrale. Là, on liste un très grand nombre de conventions et une petite convention, aussi petite soit-elle, peut éventuellement inspirer l'idée d'un nouveau produit, d'un nouveau service. C'est la première session. La deuxième session, vision, on fait le même travail que celui qu'on fait dans les disruption day classiques, où à partir d'une vision de marque précise, à partir d'une étude de toutes les tendances culturelles, économiques, sociales, sociétales, et les sous-tendances, on essaye à chaque fois aussi de trouver une idée nouvelle ou un produit nouveau. Il suffit qu'une tendance nous inspire quelque chose pour que la journée soit gagnée. Ensuite, l'après-midi, on arrive à des choses beaucoup plus créatives dans la méthode. La troisième session est consacrée à ce que nous appelons des partnerships virtuels. C'est-à-dire que nous suggérons à notre client des joint ventures avec des sociétés qui sont dans des secteurs très différents du secteur de l'entreprise dont nous parlons. Ce sera par exemple General Electric avec Amazon ou L'Oréal avec Instagram. En fait, c'est beaucoup plus précis que ça. On se sépare en 4 groupes. Le premier groupe travaille sur des joint ventures avec des clients ou des fournisseurs de l'entreprise. Le deuxième groupe avec des joint ventures avec des retailers digitaux ou classiques. Le troisième groupe avec des sociétés Internet comme Facebook ou Twitter. Et le quatrième groupe avec des entreprises qui sont dans les 3 secteurs qui sont déterminants pour notre avenir à tous, l'énergie, l'éducation et la santé. Et on essaye de faire vraiment des joint ventures très distants, c'est-à-dire d'imaginer des mariages, encore une fois, entre 2 entreprises qui sont des secteurs extrêmement différents, et de façon à forcer un petit peu l'imagination, à créer une espèce de tension créative. C'est notre troisième session, et j'en viens à la plus importante pour moi, qui est la quatrième, que j'appellerais innover sous toutes les formes, sous toutes les formes. Il m'est arrivé des dizaines de fois d'entendre des collaborateurs de notre réseau dire à des clients « Tiens, vous devriez faire comme Nissan, tiens, vous devriez faire comme Apple ». Au-delà du fait que ce n'est pas toujours agréable à entendre pour ceux qui l'entendent, à qui c'est adressé, il reste que réfléchir comme ça est très peu productif. C'est très superficiel. Et si on veut s'inspirer de ce que font les autres, il nous paraît tout à fait essentiel de vraiment mieux comprendre ce qu'ils font, comment ils innovent, pourquoi, de faire une sorte d'extraction, si vous voulez, de l'idée centrale. Alors on a travaillé comme ça, et pour le faire, on a classé, j'aime pas les classifications, mais là c'est simplement pour se servir de support pour l'imagination, on a classé les modes d'innovation en 15 groupes que voici. C'est un petit peu long, donc je pourrais vous en parler 1 heure, je vais faire en 5 minutes. Donc business model, vous retrouvez bien sûr des Airbnb ou des Uber, mais vous retrouvez aussi Apple avec sa capacité de manager les interactions entre ses produits, entre ses services, entre ses plateformes comme personne ne peut le faire. Partnership, c'est intéressant, vous ne savez pas, mais IBM a fait un partnership avec Sixt ou General Electric avec Quirky, la plateforme de bricolage où il y a 300 personnes qui sont associées avec une société de 300 000 personnes à égalité avec des résultats extraordinaires. Ou je pourrais prendre UsageBase, où je parle dans notre banque de données, on parle de Burberry ici, où pour Burberry, tout le offline a dicté le online. Et en fait, si vous rentrez dans le magasin de Burberry à Londres, vous avez l'impression de rentrer dans le site, puisque en fait, le magasin est organisé en fonction des divers éléments de la page d'accueil. En fait, vous cliquez sur le monde réel. En fait, donc, sur chacun de ces 15 regroupements, nous avons 3 ou 4 cas. Et là, j'en viens à l'essentiel. Un cas en soi n'est pas inspirant. Ce qui est inspirant à chaque fois, c'est d'extraire quelque chose, ce qu'on appelle une what if question, qui elle serait inspirante. Je vais vous donner 3 exemples sur Price-Led, sur Asset et sur Sustainability. Asset. Jeff Bezos, Amazon, quand il a commencé, contrairement à ce que vous pouvez peut-être croire, il ne s'est pas dit ce jour-là « je vais m'attaquer, je vais rentrer dans le marché des librairies ». Il a d'abord développé une plateforme qui était le croisement de ce qu'il faisait de mieux en IT et en logistique à l'époque. Et quand sa plateforme était prête, il a étudié les divers marchés dans lesquels il pourrait entrer. Et il a choisi les livres parce que, bien sûr, il y a un nombre de produits sans fin, des difficultés de stockage très grands, un prix unité très bas, et c'est là où sa plateforme se révélait le plus efficace. Donc il n'est pas parti des produits ou des services qu'il allait vendre, il est parti de ce que je pourrais appeler son actif de base. D'où la question que nous posons à nos clients dans cette journée. Et si pour innover, vous oubliez les produits et services que vous vendez pour penser plutôt à tirer profit de vos actifs de base. Pour monter d'un cran, et ça fait réfléchir différemment, ça peut suggérer des idées d'une nature différente que celle auquel vous pensez habituellement. Deuxième exemple, Tom's,
Comme vous le savez, Toms vend à chaque fois que Toms vend une paire de chaussures dans les pays occidentaux, dans les pays développés, il donne une paire de chaussures dans les pays en développement ou dans les pays non développés. Ce qui est intéressant, c'est que Blake Michalski, son patron, le dit directement. Il dit « Pour moi, la philanthropie, c'est une façon de vendre ». Et donc, ça nous a inspiré la question suivante, c'est... Ah, pardon, à chaque fois, je suis en retard, en avance. Et si vous considérez la responsabilité sociale d'entreprise, non pas comme une initiative philanthropique, mais plutôt comme moyen de renforcer directement vos ventes. Vous pensez tout à fait différemment si vous commencez à vous poser ce genre de questions. Troisième exemple, Flat World Knowledge, c'est une société d'édition de livres scolaires aux États-Unis. Ils ont tout mis sur Internet. Vous pouvez absolument télécharger tous les chapitres de tous les livres. Les professeurs prennent un chapitre par ici, chapitre par là, un paragraphe par-ci, les élèves également. Ce qui fait que personne ne paye pour ce dont il n'a pas besoin. Et plus simplement, Flat World Knowledge donne toujours 1 ou 2 chapitres gratuitement pour que les élèves ou que les professeurs aient envie ensuite d'utiliser l'ensemble de son contenu éditorial. D'où la question, pardon. Et si vous décidez de proposer gratuitement une partie de vos produits et de vos services. Donc en fait, j'espère que j'ai été clair, on a regroupé les types d'innovation une quinzaine, on a 3 ou 4 cas à chaque fois, de chacun de ces cas, on tire une question, et en fait, on a une question, on a une votive question issue de chacun de ces exemples ici, et j'ai évidemment pas le temps de vous parler de tous ces exemples. Pardon. Bon. Non. L'idée encore, c'est d'extraire de chacun des cas une question inspirante sur laquelle on permettra de rebondir. Un bon what if, une what if question, c'est une question qui a les deux caractéristiques suivantes. Premièrement, c'est une question qui a été inspirée par un cas, ce qui fait qu'elle est spécifique, mais c'est une question aussi que vous pouvez comprendre sans connaître le cas, ce qui lui donne ce côté universel. Et ce que nous faisons avec nos clients, c'est ce qu'on appelle un try and leave model, c'est-à-dire que nous regardons les questions une par une. On donne un sentiment, si vous voulez, un petit peu d'illogisme, de côté un peu incongru, parce qu'on passe d'une question à une autre alors qu'elles n'ont aucun rapport, et c'est justement pour ça que nous les trouvons inspirantes. Et il suffit que dans la journée, une seule des questions ait inspiré une nouvelle idée ou un nouveau chemin pour nos clients, et la journée a été productive. Je vous montre maintenant une petite vidéo qui vous explique ça peut-être plus clairement que moi en 2 minutes. Innovation is more important than ever before. Faster copiers and the ever-tightening competition to find organic growth has made it mandatory in today's world. Disruption is our way to help you innovate in the way you innovate. We've formalized a process around this, a set of exercises that can help our clients imagine and create new products and services. We have 4 ways to generate ideas. You can innovate for, against, or with, and something we call path surveying. Innovating against means solving a defined problem. Everyone knows ice cream melts too quickly. It's a known problem and we could innovate against it. The conventions we identify serve as great input. And that's why we call it convention-led innovation. To innovate for is opening pure white space. It's cutting a new path in territory no one has been in before. If you're a soda company, maybe we could replace your vending machines with drones. Nobody's expecting that, but it's driven by the edges of the foreseeable future, which is why in our lingo, it's called vision-led innovation. We also try to find ways to innovate with. This is where we imagine what an unlikely marriage of 2 industries would look like. What if you partnered with an energy company or a search engine? What would happen? Taking a new approach altogether lets us free our thinking and inspire a breakthrough. This is what we call a virtual partnership. And finally, we have path surveying. This is an exercise where we ask bold what-if questions and force the brand out of its comfort zone. What if you had to offer something for free? Or what if you crowdsourced your next big idea? This allows you to see your business in a new light. We know innovation is hard to engineer, but disruption is our attempt to make it a little easier. It gives you a fresh perspective and the permission to step out of the day-to-day. And with the stakes being so high, why leave any stone unturned?
Donc voilà comment nous travaillons désormais. Ce que nous essayons de faire, c'est évident, ça tombe sous le sens, c'est d'essayer de créer des hasards heureux, des rencontres inattendues, qu'une question soit inspirante et permette à notre client de voir les choses différemment, de voir son marché un petit peu différemment. On essaie de créer quelque chose qui normalement ne se crée pas, la serendipity. Et plus il y a de questions, encore une fois, on en a 42 ou 45, et c'est une méthode complètement ouverte. Donc je souhaite, si un jour, dans 2 mois, je crois qu'on aura une plateforme ouverte où toutes ces questions sont à la disposition de tout le monde et que vous pourrez l'enrichir. Et j'espère que de plus en plus de what if inspirants enrichiront notre banque grâce à la contribution de vous tous. Encore une fois, l'idée centrale sur laquelle j'ai appuyé ce que j'ai dit ce matin, c'est que je suis frappé, et je le vois tous les jours, à quel point, dans une très grande majorité des entreprises, on est très loin de la première présentation, on réfléchit en matière d'innovation de façon répétitive et non innovante et non novatrice. C'est une réalité, et le seul moyen de compenser ça, je crois, c'est d'élargir, je vous l'ai dit, je le répète, le portefeuille d'idées au départ, c'est fondamental. Et si j'étais industriel ou annonceur, quelle que soit l'entreprise, je multiplierais les initiatives dans ce sens. Ce que nous faisons est qu'une parmi des milliers possibles. Je travaillerai avec Salesforce. Salesforce est une plateforme extraordinaire en matière d'innovation. Tous les derniers produits de Microsoft, tous les derniers produits de PlayStation ne seraient jamais sortis sans le support de Salesforce. Le patron de Toyota a dit récemment que sa prochaine voiture sera un iPad monté sur roue et qui ne serait jamais arrivé à le faire sans Salesforce. Donc je travaille par exemple avec une société comme Salesforce. Je travaille avec des sociétés d'innovation comme IDEO ou des sociétés de ce type. Je crée un lab ou un Fab Lab. Je demanderai à TBWA de faire un Disruption Day sur l'innovation. Il faut multiplier les entrées, les façons de réfléchir, s'ouvrir l'esprit, poser, comme on dit tout à l'heure, non pas les mauvaises questions, mais les bonnes questions pour arriver à innover plus. En gros, je vous parlais ce matin, c'est une présentation quantitative. Il faut multiplier le nombre d'idées en amont, en avoir le plus possible. Et pour finir, je finirai avec une citation de Frank Johansson qui a écrit un livre américain qui est un grand succès aux États-Unis qui s'appelle Non, The Medici Effect, et où justement il fait très clairement le lien entre la quantité et la qualité, que des idées en quantité permettent d'avoir plus d'idées de qualité. Voilà comment il le dit en américain. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'étais un peu rapide, c'est parce qu'il est tôt le matin, je suis un peu fatigué, je m'en excuse. Je vous remercie de m'avoir écouté.